écrit 7 romans policiers pour adultes. Et le dernier, il a écrit avec Nicolas Feutz. Son personnage principal, c'est Andrea Sauer. Et pour les enfants, il a écrit 5 romans. Il habite à Grillon. Mais qui est-ce ? Après un dessinateur de presse, on a décidé d'interviewer un auteur de romans policiers. Si vous ne voyez pas de qui je veux parler, je vous invite à aller voir l'interview de Barrigue sur la NRV. Bonjour. Bonjour Marc Woltenauer. Bonjour. Est-ce que vous allez bien ? Mais oui, très bien. Je suis très content d'être là aujourd'hui. On est très heureux de vous accueillir également sur la NRV. Est-ce que votre salon du livre s'est bien passé ? Oui, ça s'est très bien passé. Comme d'habitude, j'y étais 5 jours, du mercredi matin jusqu'au dimanche soir. Et c'est vrai que dimanche soir, quand je suis rentré à la maison, j'étais vraiment mort de fatigue, parce que j'ai rencontré plein de gens, dédicacé plein de livres. Et en plus de ça, c'est vrai que l'ambiance à l'intérieur de ce palais expo, il y a beaucoup de brouhaha. Donc au bout de 5 jours, c'est un peu fatigant, mais très plaisant, très sympa. Vous pouvez nous dire en moyenne combien de livres d'ultimatum vous avez signés avec Nicolas Feutz ? Alors, tout dépend. Je crois que là, sur le salon, en 5 ou 6 jours, on a dû en dédicacer à peu près 600, si je me trompe pas. 600, ah ouais, c'est pas mal quand même. Ouais. Vous n'avez pas eu peur de vous faire une crampe au poignet ? Non, alors c'est peut-être une question d'habitude. En même temps, on l'a fait en quelques jours. Mais j'ai un souvenir, je crois que la fois où j'ai dédicacé le plus de livres, c'était au Livre sur les quais à Morges, à l'occasion de la sortie de Qui a tué Heidi. Et si je ne me trompe pas, je crois que j'ai fait le record du Livre sur les quais. C'était 1100 exemplaires en 3 jours. Alors là, j'en pouvais plus. Et effectivement, j'avais un peu mal à la main à la fin du week-end. Ça se comprend. Alors, on va commencer l'interview. Donc, tout d'abord, Marc, vous êtes suisse, mais de parents donc, suédois et allemands. Vous vous sentez plutôt allemand, suisse ou suédois ? C'est une très bonne question. Alors, je me sens tout à fait suisse parce que je suis né ici, j'ai grandi ici. J'ai acquis la nationalité suisse, par contre, plus tard. C'était en 2013, donc il y a une douzaine d'années, parce qu'à la base, j'avais un passeport allemand. Mais je me sens à la fois 100% suisse, mais quand même avec des attaches et des racines avec l'Allemagne et la Suède. Et je dirais surtout en fait la Suède, puisque on a la chance d'avoir une maison sur l'île de Gotland en Suède, qui est la plus grande île dans la mer Baltique. Et j'y étais en fait depuis ma naissance, pendant toutes mes vacances scolaires. En 2018, on y a passé une année complète avec mon compagnon Benjamin. C'est un lieu que j'aime beaucoup, et quand j'y vais, j'ai aussi l'impression presque de rentrer chez moi, même si j'y ai pas vécu. Et puis, je suis aussi enraciné dans les traditions suédoises. Donc voilà, je me sens suisse, mais avec du plus, avec aussi d'autres cultures. Est-ce que quand vous étiez petit, vous avez voulu à un moment être policier, mais ce rêve n'a pas pu se réaliser pour une raison quelconque, et que c'est pour ça que vous avez décidé d'écrire des romans policiers ? J'ai sans doute eu envie de devenir policier une fois ou l'autre. C'est pas impossible. Surtout que déjà très jeune, j'aimais bien regarder des séries policières, des films policiers, etc. Mais en fait, je crois que ce dont je rêvais le plus, c'était sans doute de devenir joueur de foot. Mais finalement, j'ai assez vite réalisé que ça ne serait pas mon métier, même si j'étais pas trop mauvais. Après, quand j'avais 12 ans, j'avais une autre idée en tête qui était celle de devenir pasteur. Mais voilà, le côté policier, en tout cas, à ce moment-là, ce n'était pas une idée. Sinon, peut-être que j'aurais fait l'école de police, ça c'est possible. Mais aujourd'hui, si je devais recommencer, je crois qu'une formation en criminologie ou de police pour devenir inspecteur, ça m'intéresserait aussi. Vous y connaissez bien quand même. Alors, de fait, maintenant, oui, de plus en plus, parce que oui. au fil du temps et au fil des livres, j'ai toujours eu des contacts avec des policiers, mais aussi avec quelqu'un de la médecine légale, la police scientifique, des gens qui sont dans le métier de la justice. Et c'est quelque chose que j'adore. J'adore aller les voir, les rencontrer, parler avec eux, leur poser des questions, qui me racontent un peu des affaires.
Tout ça, ça nourrit bien sûr mes intrigues. C'est quelque chose que je trouve passionnant. Et d'ailleurs, je pense que je commence à m'y connaître un peu. Je peux vous donner un petit exemple. Je crois que souvent, je fais relire mes livres à des policiers pour que ce soit le plus réaliste possible, qu'ils me corrigent et tout ça. Et même au niveau de la médecine légale, celui qui me relit, la dernière fois, il m'a dit « Ah, mais en tout cas, ça se voit que de livre en livre, tu t'améliores parce qu'il y a de moins en moins de choses à corriger et ça tient la route. » Je t'ai pris ça comme un compliment. Donc vous avez écrit La musique du diable pour les jeunes et Ultimatum avec Nicolas Feut. Pourquoi vous l'avez écrit avec Nicolas Feut? Alors, cette coécriture, ça date de longtemps. Je dirais les prémices de cette idée. Parce qu'on s'est rencontrés en 2016, c'était quelques mois après la sortie de mon premier livre, Le Dragon du Muvran. Nicolas sortait à ce moment-là son 6e livre, et c'est lui qui m'a contacté en me disant « Ah bah tiens, je vois que tu as sorti un polar, ça serait sympa qu'on se rencontre. » À ce moment-là, il n'y avait pas autant d'auteurs de polar en Suisse romande qu'il y a maintenant. On s'est vus, on a longtemps discuté, et lors de notre première rencontre, on avait pris une première décision qui était que dans nos prochains livres, donc pour moi c'était Qui a tué Heidi, l'inspecteur Auer rencontrerait Mike Donner, qui était aussi l'inspecteur de la première série de Nicolas. Donc en fait, dans nos 2 livres respectifs à ce moment-là, on a un chapitre où ces 2 personnages se rencontrent. Après, les lecteurs, ils ont adoré le fait de retrouver l'inspecteur de l'autre dans le livre. Et souvent, ils nous disaient « Mais quand est-ce que vous allez écrire ensemble ?» Nous, à ce moment-là, on disait plutôt oh, « Non, ça ne va pas se faire. » Non, voilà, c'était notre réponse. Parce qu'on n'avait pas l'impression que c'était possible, on avait l'impression peut-être que c'était difficile. Mais en fait, tout simplement, je pense que l'idée avait besoin de mûrir. Entre-temps, on est devenus amis, on se voit beaucoup, on fait beaucoup de dédicaces ensemble. Et puis, il y a 2 ans, juste avant Noël, tout d'un coup, on s'est dit bah, tiens, si on commençait à essayer d'imaginer une histoire, on verra où ça nous mène. Puis en fait, on a très vite été surpris qu'en quelques semaines, on avait le scénario d'Ultimatum qui était ficelé. Et du coup, on n'avait qu'une seule envie, c'était de l'écrire. Donc en fait, ça a un peu précipité les choses. Et puis, on a sorti ce premier livre écrit à 2. Et vous vous retrouviez ensemble les après-midi et vous étiez en train d'écrire tous les 2 ça se passait comment? Alors, pas l'écriture, mais le scénario, oui, on était tout le temps ensemble. On l'a fait pendant notre tournée de dédicaces qu'on fait chaque année en novembre et décembre, où on a, je pense, entre 50 et 60 lieux ou dates où on fait des dédicaces. Donc du coup, on fait pas mal de trajets ensemble, on fait des repas à midi, ou même pendant les dédicaces, des fois, il y a un peu des temps morts où on discute. Donc là, on était vraiment ensemble pour créer l'histoire. Puis quand on avait tout terminé, donc on avait un scénario où on savait exactement chapitre par chapitre ce qui allait se passer, là, on a réparti les chapitres. Et puis, c'était un peu, il n'y avait pas de logique, mais c'était plutôt, moi, j'ai envie d'écrire ce chapitre-là, moi, ça m'intéresserait d'écrire celui-là. Celui-là, ça serait bien que ce soit toi qui l'écrives, parce qu'on se dit, ah bah tiens, peut-être que Nicolas, il est plus fait pour écrire ce genre de chapitre que moi, voilà. Et là, on écrivait chacun de notre côté, on s'envoyait nos chapitres, qu'on recorrigeait, qu'on retravaillait, etc. D'accord. Dans les livres que vous avez écrits, lequel est votre préféré? Alors, c'est toujours une question que je trouve très difficile à répondre, parce que pour moi, écrire un livre, c'est à chaque fois une aventure. Si on prend un livre pour adultes, en général, c'est une histoire qui va m'accompagner pendant 1 an et demi. Chaque histoire est différente. J'ai aimé chaque histoire. Maintenant, j'ai peut-être une relation différente avec mon premier livre. Tout simplement parce que c'était le premier. Donc je ne parle même pas tellement du contenu du livre, mais en fait, tout ce que ça m'a permis de vivre. Le fait de tenir pour la première fois un livre dans mes mains que j'avais écrit, la première fois de le voir en librairie, etc. Donc il y a un peu plus d'émotion avec le premier qu'avec les suivants. C'est en écrivant que vous trouvez le coupable ou vous l'écrivez quand vous rédigez l'histoire? Alors, dans la façon dont j'ai décrit les romans policiers, c'est mieux de savoir à l'avance qui est le coupable. Parce que ça demande toute une construction au niveau de l'intrigue, et c'est mieux de savoir où on va. Il y a des choses qui évoluent pendant que j'écris,
mais par contre, les éléments de base, il faut que je sois sûr de ces éléments-là avant de commencer à écrire. Donc les éléments de base, c'est de savoir finalement quel est le crime qui a été commis, par qui, pourquoi, quelles sont justement les motivations, quel est le thème. C'est tous ces ingrédients-là que je dois avoir, et ensuite je construis l'histoire. Donc en gros, il n'y a pas de surprise vraiment sur qui est le coupable, mais quand j'écris, il y a aussi des choses qui évoluent. On se fie souvent à la couverture et au titre d'un livre. Comment vous choisissez la couverture justement et le titre d'un livre? Alors, en règle générale, le titre et la couverture, c'est l'éditeur qui peut les décider. Alors, j'ai rarement entendu qu'un éditeur a forcé un auteur à changer de titre. Oui. Il y a les éditeurs, par contre, qui imposent les couvertures. Moi, j'ai la chance d'en discuter avec l'éditeur. Parfois, c'est eux qui me font une proposition, parfois, c'est moi qui trouve une idée ou une photo. Mais on a toujours une discussion où on essaie de voir comment est-ce qu'on pourrait imaginer cette couverture. Puis du coup, ils font plusieurs tests, plusieurs propositions, et après, on se met d'accord. Concernant les titres, c'est un peu plus difficile parce que c'est jamais pareil. Des fois, j'ai le titre avant de commencer à écrire, et puis ça bouge pas. Des fois, j'ai un titre en commençant à écrire, et puis à la fin, je réfléchis, et puis j'essaie de trouver une autre idée. Des fois, j'en parle aussi avec l'éditeur, il me fait des propositions. Donc chaque fois, c'est un peu une aventure différente. Et les titres, effectivement, c'est important. Mais c'est pas toujours facile, en fait, de trouver le bon titre. Andrea, l'enquêteur, est-ce qu'il va mourir un jour? Parce que je crois que dans l'un de vos derniers livres, il avait un cancer, si je ne me trompe pas. C'est vrai que dans Fatal Abîme, qui est le 6e, il se trouve à l'hôpital pendant toute l'intrigue. Et il est soigné à l'hôpital pour un cancer. Et du coup, c'est sa collègue Karine qui doit mener l'enquête, en fait. Mais il participe quand même. Après, à la question, j'ai droit à des jokers? Bon, oui. Parce que, sans trop en révéler, on a eu beaucoup de retours avec Ultimatum, qui est sorti il y a 3-4 semaines. Et il y a certains lecteurs qui étaient un peu fâchés de la fin. Je vous en dirai peut-être pas trop. Oui. Ouais, Gardez le secret. Et j'ai une dernière question pour ce thème. Je reviens sur les nationalités. Est-ce que vos nationalités, justement, et vos cultures ont un impact sur vos histoires? Sans doute. Je ne saurais pas forcément dire lequel, mais alors, notamment, il y en a un qui est assez clair, c'est que dès le départ, dans Le Dragon du Muvron, j'ai dit qu'Andreas avait des origines suédoises, comme moi j'en ai. Mon intention avec ça était de me dire qu'un jour, si je continuais la série, il y aurait une histoire qui se passerait en Suède. Parce qu'en tant que lecteur, j'ai toujours été fan des romans policiers suédois. Et notamment sur l'île de Gotland, où on a une maison, il y a 2 autrices qui ont une série de romans policiers. Et à chaque fois que je vais à Gotland, je lis leurs nouveaux livres. Et j'avais envie d'écrire un livre qui se passait là-bas. Et du coup, ça m'a permis, en fait, dans le 3e, qui s'appelle L'Aigle de sang, d'imaginer que Andreas partait en Suède, non pas pour enquêter, parce qu'en fait, il travaille à Lausanne, mais pour rechercher des informations sur son passé. Parce qu'il a appris qu'il avait été adopté, mais personne ne connaît son histoire. Et du coup, il part en Suède à cette occasion-là. Donc là, voilà, c'était plus une envie aussi de situer une intrigue dans ce lieu que je connais, que j'aime beaucoup. Est-ce qu'un jour, vous pensez changer de genre de livre si vous recommencez une série ou pas? Alors, je pense que tous les livres que je vais écrire seront des romans policiers. Après, il ne faut jamais dire jamais, mais c'est quand même le genre qui me plaît. J'aime le côté des intrigues, j'aime le suspense, j'aime les investigations policières. Donc, je pense que je vais rester dans ce genre-là. En revanche, je trouve que le genre du roman policier permet aussi, finalement, de toucher à différents domaines et différents genres. Je peux vous donner un exemple avec le 4e livre que j'ai écrit qui s'appelle Les Protégés de Sainte Kinga, où en fait on suit 2 histoires.
une histoire dans le présent où il y a une prise d'otage dans les mines de sel, et puis une histoire dans le passé, aux alentours de 1826, si je ne me trompe pas, où on suit les aventures de Aaron, un jeune Polonais qui arrive à B pour travailler dans ces mines de sel. Et en fait, toute cette partie narrative qui se passe en 1826, ce n'est pas du polar, c'est plutôt un roman épique, une aventure épique qui raconte la vie de ce personnage. Alors bien sûr, il y a un lien avec l'intrigue, etc. Mais du coup, c'était un autre type d'écriture, un autre type de narration. Donc finalement, j'ai pu m'essayer à un roman épique, historique, dans le cadre d'un roman policier. Et comment vous décidez d'une limite d'âge pour votre livre? Alors, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de limite d'âge, en tout cas pas pour les livres pour adultes. Pour les frissons, c'est vrai que c'est mentionné derrière dès 10 ans, mais ça c'est plutôt le choix de l'éditeur qui a conçu cette série de frissons suisses pour les enfants, on va dire entre 9 et 12 ans. Mais sinon, ce n'est pas comme pour les films où il y a des âges minimums pour lire. Et du coup, en parlant d'Andreas Auer, on s'est demandé, on s'est rendu compte qu'en fait, quand on a prononcé votre prénom, votre nom, Woltenauer, on s'est rendu compte qu'en fait, Woltenauer, est-ce que ça vient de là, Andreas Auer? Oui, bien sûr. Ah, okay. C'était la moins pire idée que j'ai trouvée quand j'ai imaginé son nom. Et en plus de ça, Andreas, c'est mon deuxième prénom. Donc du coup, il y a une vraie logique. C'était pour dire, c'est comme si ce personnage, en fait, il émanait de moi quelque part. C'est une partie de moi. Un peu. Voilà. Oui, ok. Ensuite, on va parler un peu des séries maintenant. Est-ce que vous avez dit que quand vous étiez petit, vous regardiez des séries policières. Est-ce que vous en regardez toujours? Est-ce que vos livres sont inspirés de ces séries? Alors, je regarde toujours des séries, effectivement, ou des films. Je lis un peu moins qu'avant, aussi parce que quand je suis en cours d'écriture ou que je suis en train d'imaginer une histoire, j'aime pas trop lire d'autres livres. Ouais. Parce que j'ai pas envie d'entrer dans d'autres histoires. Mais oui, je regarde toujours beaucoup de séries. Et ça a certainement, de manière consciente ou pas, des influences sur ce que j'écris. Des fois, on a des idées qui viennent, mais on ne sait pas forcément exactement d'où elles viennent. Est-ce qu'une fois j'ai lu un article sur un fait divers? Est-ce que j'ai lu une fois un livre, vu un film, où tout d'un coup on glane un peu des idées qu'on retranscrit, qu'on retransforme? Alors des fois c'est de manière aussi très directe. Par exemple, quand on a écrit Ultimatum avec Nicolas, il y a quelques scènes où on a discuté, où on sait clairement que ça a été inspiré par un film ou un autre. Ça ne veut pas dire qu'on a copié l'histoire, c'est-à-dire qu'on s'est inspiré, par exemple, je donne un exemple qui est tout à fait classique, dans Ultimatum, au Rocher de Nez, il y a une course-poursuite en motoneige. Clairement, ça évoque des films de James Bond. Et puis on est les deux fans de James Bond, donc on s'est dit, on aimerait bien aussi dans notre livre avoir une scène d'action de ce type-là. Donc ça arrive des fois qu'on se laisse inspirer par un film ou par un autre. Est-ce que du coup, vous pensez que vos livres, votre série, elle a une possibilité d'être adaptée en série? Alors non seulement elle a une possibilité, mais il y a un projet en cours. C'est super. Ouais, c'est super chouette. Félicitations. Merci. Il faut savoir que tant que le film n'est pas dans la boîte et tourné, il peut tout se passer. Ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Il y a beaucoup de projets qui démarrent, qui se développent, et puis pour une raison ou pour une autre, ça ne marche pas, pour des raisons financières, pour d'autres raisons. Donc je croise les doigts en espérant que ça aille jusqu'au bout. Là, le projet est relativement bien avancé. Il y a des productrices qui ont obtenu maintenant le soutien de la RTS. Et donc, si tout va bien, d'ici 3 ans peut-être, il y aura une série à la télévision d'abord, à partir du Dragon du Muvron. Ok. Et vous regardez quel genre de série, enfin, du coup des séries policières, mais vous regardez lesquelles précisément? Vous arrivez à nous donner des noms, par exemple?
Alors, quand j'étais ado, je regardais notamment des séries allemandes avec ma mère, des séries allemandes un peu classiques, genre Derrick, qu'on ne regarde plus du tout aujourd'hui. Je regardais Columbo. Vous ne connaissez pas non plus? Non, moi ça me dit rien. Non. Voilà, ça passe beaucoup moins souvent à la télévision maintenant. Mais Columbo, c'était un personnage assez marrant, avec un imperméable, il avait un basset, et puis il menait des enquêtes assez classiques, mais c'était vraiment très sympa. Et puis je regardais pas mal de séries américaines, parce que c'est ce qu'on avait à la télé à l'époque. Donc c'était Starsky et Hutch, c'était Rick Hunter, c'était Magnum, enfin il y avait toute une série. Maintenant, je regarde beaucoup plus de choses de manière éclectique. Et c'est vrai qu'un des avantages aujourd'hui, notamment sur certaines plateformes qui proposent des séries ou des films, il y a des séries policières finlandaises, polonaises, espagnoles, italiennes, suédoises, danoises. Et ça, je trouve intéressant parce que au travers de ces séries, c'est comme au travers des livres, en fait, ben, on découvre un pays, on découvre une réalité. Et ça, je trouve intéressant. Alors, quand j'étais ado, en fait, c'était tout très américain. Il y avait très peu de séries européennes. Est-ce que, avant de terminer l'interview, vous pouvez nous résumer justement Ultimatum sans nous donner trop de détails et... Pas de spoil. Pas de spoil. Alors, Ultimatum commence au marché de Noël de Montreux. Et il y a une femme qui se sent observée par des Pères Noël. Et au final, en fait, ces Pères Noël, ils vont la retrouver quand elle va aller chercher sa voiture au parking, et l'un d'eux va l'égorger. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Je crois qu'elle s'appelle Nadine. Donc Nadine est égorgée par des Pères Noël au marché de Montreux. Et il se trouve que, en fait, Nadine était la témoin principale d'un procès qui allait s'ouvrir le jour suivant à Lausanne, où était accusé le chef de l'armée suisse. Et Nadine l'avait accusé d'agression sexuelle. Donc en fait, le témoin principal du procès a été éliminé. En parallèle à ça, et déjà, enfin, je reviens sur l'enquête, Andreas Auer, à ce moment-là, il est toujours à l'hôpital. C'est vraiment la suite de Fatal Abîme. Et il y a un procureur qui arrive pour rencontrer Andreas à l'hôpital et qui va travailler avec lui. Et ce procureur, c'est Norbert Jemson, le personnage principal de la série de Nicolas Feutz. Donc, en gros, ils vont devoir ensemble mener l'enquête sur la mort de Nadine au marché de Noël. Et au moment où ils sont dans la chambre, ensemble, il y a la télévision qui est allumée, et tout d'un coup, l'écran commence à se brouiller, et il y a une image qui apparaît, c'est celle du Palais fédéral. Et au mois de décembre, chaque année, il y a des jeux de lumière sur la façade. Donc c'est aussi la photo de couverture. Exactement. Et après, ils comprendront que la télévision a été piratée parce que tout d'un coup, tout devient sombre, noir. Et sur la façade du bâtiment apparaît un décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Et puis apparaît en grand, écrit en majuscule, Ultimatum sur le Palais fédéral. Et en fait, c'est un message lancé par des terroristes qui menacent la Suisse d'un attentat s'ils ne libèrent pas quelqu'un qui est en prison, qui fait partie de ce groupe de terroristes. Ah ouais, voilà. C'est une histoire plein de suspense. Oui. Oui, c'est une histoire assez... voilà, on essaie toujours de mettre du suspense. Ce qui change aussi dans ce livre par rapport peut-être à nos livres précédents, c'est qu'il y a une dimension qui touche je dirais à la tête du pays. L'intrigue va les mener jusqu'au Palais fédéral. Et ça, on ne l'avait jamais fait, ni Nicolas ni moi, où en fait une intrigue policière va les conduire, je dirais, dans les coulisses du pouvoir du Palais fédéral. D'accord. Ok. En tout cas, ça donne envie de le lire parce que il y a plein de suspense comme ça a l'air vraiment Moi, je vais cool. le lire, je pense. Bah, j'espère que vous aurez du plaisir. Donc, notre interview touche à sa fin. Et merci d'être venu avec nous. Ben, merci à vous, c'était un plaisir. Vous nous avez beaucoup appris sur votre écriture, votre nationalité, Ultimatum, justement. Et vous nous avez donné envie de lire des livres. Bah, tant mieux, ça me fait plaisir. Merci. Merci. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir.